le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Ça y est, c'est parti. Une nouvelle édition du balado Le Planif. Le balado Le Planif s'est transformé au fil du temps et puis la nouvelle formule d'aujourd'hui, vous allez voir, on en a pour vous. Il faut dire aussi qu'on a eu de très bonnes nouvelles. Depuis le lancement du balado Le Planif, on a accumulé plus d'1 million d'écoutes. C'est tout à fait renversant et vous allez adorer cette nouvelle formule. Des petits changements, on regarde ce qui est bon, on regarde ce qui est bien, puis il y a des trucs qui évoluent, notamment le fait qu'on a des invités et notre premier invité, c'est Francis Gosselin, l'économiste Francis Gosselin sera avec nous pour cette nouvelle saison. La nouvelle formule du balado Le Planif repose aussi sur le visuel avec une captation devant caméra et je tiens tout de suite à remercier Isabelle Junot qui a livré près de 200 capsules historiques. Les capsules origines du balado se transforment et c'est une autre Isabelle maintenant qui occupe ce créneau. La planificatrice Isabelle Bérard va présenter l'angle mort en planification financière. Donc, différentes notions qu'on va approfondir, des stratégies de planification financière. Et pour son premier, elle va parler du piège engendré par la rente provinciale touchée à 60 ans. Aussi, je tiens à vous rassurer, vous aimez le segment La question du beau-frère, ça demeure. D'ailleurs, si vous en avez à me partager, écrivez-moi à fm@fabienmajor.com. Le balado Le Planif débute à l'instant. Le balado Le Planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Dans l'angle mort, c'est une première avec Isabelle Bérard, la planificatrice. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. On tombe dans le vif du sujet. Retraite Québec, est-ce qu'on touche ça à 60 ans ou on attend? Bien, en fait, c'est effectivement quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les gens ont tendance à demander la rente de la RRQ à 60 ans. Pourquoi? Bien, c'est un piège, en fait. Là. C'est notre peur de perdre quelque chose. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens se disent je veux profiter de ma retraite, je veux en profiter pendant que je suis encore en santé, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je risque peut-être d'y perdre au change. Donc, ils vont demander leur RRQ dès qu'ils en ont le droit. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas. Disons que vous alliez au casino et que vous auriez 90 % de chances de perdre versus 10 % de chances de gagner. Est-ce que vous tenteriez votre chance? Bien, dit comme ça, c'est moins tentant, mettons. Pourtant, c'est ce que les gens font lorsqu'ils demandent leur rente du RRQ à 60 ans. Donc, c'est un biais cognitif, cette aversion-là à la perte. Donc, on a peur de laisser de l'argent sur la table, on a peur de perdre quelque chose. C'est notre cerveau qui nous joue un tour. En fait, là, quelques mois avant d'avoir 60 ans, Retraite Québec nous envoie une belle lettre nous disant « Vous aurez bientôt droit à votre rente de retraite. Voici le montant d'argent auquel vous aurez droit. » Et les gens voient ça comme un gain ou comme un risque de perdre quelque chose. Donc, ils vont, plus souvent qu'autrement, accepter et demander leur rente dès l'âge de 60 ans. Oui, c'est comme dans les restaurants, finalement. Quand on nous fait des propositions, c'est pas nécessairement parce que ça convient, c'est pertinent. On fait une offre comme ça, ça peut aider même les finances de l'État que quelqu'un le puise à 60 ans. Les différences sont importantes entre 60 et 65, 67? Oui, puis c'est un pari risqué parce que dans le fond, ici, on se trouve à miser sur notre espérance de vie. En fait, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières en novembre 2024 et ils ont comparé un petit peu là, qu'est-ce que ça pouvait représenter de demander sa rente de retraite à 60 ans. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que lorsqu'on fait notre demande à 60 ans, on a 90 % de chances de perdre jusqu'à 160 000 $. OK, ça, c'est la somme de tous les versements mensuels qu'on obtiendrait. C'est ça, qu'on se trouve à perdre. Et contre 10 % de chance de gagner 52 000 $. Donc là, ici, ce qu'on comprend, c'est qu'on mise sur notre espérance de vie. Et le problème, c'est que les gens ont cette conception-là que l'espérance de vie moyenne au Canada, c'est 80 ans pour un homme, 84 ans pour une femme. Mais ça, c'est notre espérance de vie
à la naissance. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que plus on avance en âge, plus notre espérance de vie s'allonge. Parce que là, OK. on a passé certaines Là, on n'a étapes. plus la là. mortalité infantile, etc. Non, c'est ça. Puis les risques d'accident et tout ça. Donc là, ce qui arrive, c'est que selon l'Institut de planification financière, si on a atteint 60 ans, l'espérance de vie moyenne pour un homme, c'est plutôt 89 ans et 91 ans pour une femme. Donc ça, c'est une espérance de vie à 50 %. Donc on a 50 de chance. 50 s'y rendent, 50 peuvent le dépasser ou décéder avant. C'est ça. Donc, c'est sûr que là, le fait de demander sa rente à 60 ans, bien, c'est de parier sur le fait qu'on pourrait potentiellement décéder de façon précoce. Et la pénalité, elle est très grande. En fait, quand on devance notre rente de retraite à 60 ans, on s'expose à une réduction d'environ 36 % de moins pour notre rente gouvernementale. Pour chaque versement? Oui, 36 % de moins par année. Et ça, c'est à vie. C'est-à-dire que ça ne se rétablit pas le jour où on atteint 65 ans. Et si je vous donne peut-être un petit exemple, là, disons que vous auriez normalement droit à une rente de retraite de 1 040 $ par mois à 65 ans. Évidemment, ce sont des chiffres qui sont donnés à titre indicatif. Là, ça ne veut pas dire que c'est le montant que vous auriez droit. Donc, disons que vous auriez droit normalement à 1 040 $ par mois. Bien, si vous la demandez à un âge plus précoce, comme 60 ans, bien, vous recevriez seulement 679 $ par mois. Et ça, c'est à vie. Là. Donc, la perte financière peut être très grande. Là. En terminant, je t'amène sur un terrain. Quelqu'un qui travaille, mais se dit « j'y ai droit, je la prends quand même ». Est-ce une bonne idée? Oui, il y en a qui se disent je vais la prendre, puis vu que j'en ai pas besoin, ben je vais l'investir dans mes CELI. Oui, on entend ça souvent. Puis je vais faire du rendement dessus, puis le rendement, puis ce que je vais avoir accumulé, ben ça compensera pour la baisse de rente que j'aurai pas vu que je la demande plus tôt. Bien, effectivement, ça peut sembler une idée logique ou sensée, mais encore une fois, si on revient à notre exemple, qu'au lieu d'avoir 1 040 $ de rente, elle était diminuée à 679 $. Il ne faut pas oublier que cette rente-là, elle est imposable et elle va venir s'ajouter à vos revenus imposables. Donc, j'ai fait 2 petits scénarios. Là. Disons que vous êtes en semi-retraite, vous gagnez un petit revenu imposable, disons 25 000 $, puis vous vous dites, ben moi, cet argent-là, j'en ai pas besoin, puis je vais l'investir. Disons que vous avez un profil modéré, puis vous faites 5,25 % de rendement sur vos placements. Bien, entre 60 et 65 ans, le montant que vous auriez accumulé avec le rendement tournerait autour de 35 000 $. Puis si vous vous dites, bien, je vais retirer mon rendement annuellement pour venir compenser sur ma baisse de rente, bien, vous pourriez avoir un revenu là, de 1 837 $, mais la perte encourue sur la rente est plutôt de 4 332 $ par année. Oh. Donc, le différentiel, là, on comprend ici là, qu'il est énorme. Et puis ça, c'est le scénario optimiste. Parce que dans le scénario plus pessimiste, si vous avez toujours des revenus un peu plus élevés, disons que vous gagnez 60 000 $ par année, mais là, on comprend que la facture d'impôt sur votre rente du RRQ, elle est plus grande. Donc, le montant que vous pouvez épargner va être plus petit. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir réussi à épargner 35 000 $ à 65 ans, bien, vous allez avoir épargné seulement autour de 30 000. Et là, la rente, bien, en fait, le montant que vous recevriez de vos rendements serait plutôt de 1 597 $. Donc, on est très loin du 4 332 $ qu'on se trouve à se pénaliser. Puis, ne pas oublier que le 4 332 $ qu'on a pu, c'est normalement un revenu qui aurait été garanti et indexé à vie selon l'inflation. Chose qui, dans nos placements, n'est pas toujours garantie non plus. Merci beaucoup, Isabelle Bérard. Ça complète ce segment qui porte très bien son nom, comme vous l'avez entendu, dans l'angle mort de la planification financière. Le balado, le planif, le planif. C'est un début, balado du planif, nouvelle mouture, nouvelle couleur, nouveaux invités aussi. On est très content d'accueillir Francis Gosselin, économiste, chroniqueur économique,
consultant, conférencier et combien d'autres encore. C'est assez, Fabien. Bien, Francis, merci pour l'été dernier avec justement les chroniques régulières dans l'émission du Retour. Ça a été vraiment amusant. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Bien, on va y aller avec une citation. Vous allez comprendre le sujet du jour. Je veux vous citer un économiste américain, Nobel des sciences économiques de 2008, Paul Krugman, dans son infolettre, il parlait de l'illusion passagère qui permet au marché financier américain de demeurer calme face aux politiques économiques anormale de Trump, y compris sa tentative de prendre le contrôle de la Réserve fédérale américaine avec le limogeage de Lisa Cook. Eh bien, lui, l'image est vraiment très forte parce que vous vous souvenez peut-être des dessins animés Roadrunner avec Will E. Coyote. Will E. Coyote, il y avait toujours le tour de se lancer dans toutes sortes d'aventures et dans des moments périlleux, il dépassait des falaises, il était dans le vide et là, momentanément, il restait là jusqu'à ce que la loi de la gravité dans les dessins animés s'applique et ça tombe. Mais c'est ça que Krugman disait. On dirait qu'il y a un détachement de la réalité et même la loi de la gravité économique, toutes ces mauvaises nouvelles qui s'additionnent et la bourse reste stoïque. T'en penses quoi? Ben, j'en pense. La bourse reste stoïque. Elle reste surtout stoïque avec quelques titres. Hein, on le dit souvent, mais c'est l'histoire boursière là, depuis l'élection de Donald Trump, c'est surtout une histoire technologique. Si tu regardes les titres, les petites capitalisations, elles vivent pas des super bons moments. Là. Et depuis plusieurs années. Au mieux, c'est stagnant, c'est ça depuis un moment. Ce qu'on voit, en fait, c'est un marché qui est surtout alimenté, qui est surtout haussier grâce à des grandes capitalisations qui ne cessent d'augmenter. Hein. Puis forcément, toute logique veut qu'il y ait une limite à ça. Là. Un jour, Nvidia ne sera pas toute la planète. Là, déjà, je voyais que juste la valorisation d'Nvidia, c'était plus que tout le marché boursier canadien, ce qui est quand même assez particulier. On comprend que c'est une société qui est importante, mais sa valorisation, elle repose beaucoup sur un pari, hein, qu'on pourrait dire, qui pourrait s'avérer être réel, mais dans les faits, ce même Krugman qui avait parlé de l'Internet il y a quelques années, qui disait l'Internet, somme toute, ça a eu un certain impact, oui, sur les marchés boursiers, sur l'économie, mais ça a été surtout un effet de substitution. En fait, net, ça n'a pas tant généré de valeur. Là. Ouais. On a remplacé des choses par d'autres. Chaque emploi qu'on a détruit, on en a créé un autre, et même des fois 2 pour 1. Donc, en somme, c'est ça qu'on observe. Puis après, concernant Donald Trump, oui, effectivement, l'enjeu, puis qui est celui de ma discipline, l'économie, c'est qu'on a toujours les données trop tard, en fait, ou plus tard. Hein? Puis on l'a vu avec la période d'inflation qu'on a vécue au Canada, aux États-Unis. On constate l'inflation, ça fait déjà 2 mois. Là, fait que le moment où on prend action, les banques centrales augmentent le taux, cet effet-là aussi prend un certain temps à se concrétiser. Et donc, par exemple, en matière de tarifs actuellement aux États-Unis, par exemple, en matière d'enlever de l'indépendance de la Fed, tout ça va se faire ressentir au courant de l'automne, au courant de l'hiver. Et c'est là où l'enthousiasme qu'on constate actuellement, il risque de faiblir un petit peu. Oui. Trump répète très souvent qu'il faut baisser les taux. Mais l'économie, elle dit « Je suis capable de fonctionner avec des taux à 5 %. » Alors, pourquoi baisser les taux? Pour plusieurs raisons. Là, je pense que M. Trump n'est pas un grand économiste, là, on va se le dire. Et pour lui, un taux faible, c'est un taux où on peut emprunter pour acheter des propriétés, par exemple, ou pour faire... c'est le promoteur immobilier qui parle. Le promoteur businessman, là, si je peux emprunter à 1 % puis acheter des cryptos qui doublent... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est la valeur, quand la valeur de l'argent est faible, ça permet plus facilement de réaliser des projets. Puis certains auront le projet d'acheter une propriété, d'autres d'acheter une machine pour l'usine, d'autres de spéculer sur des devises. Il veut ça. Puis c'est le paradoxe, c'est que M. Trump veut à la fois une économie forte, une inflation faible et un taux faible. Puis c'est comme on dit souvent là, dans un triangle ou dans un diagramme de Venn, pick two. Tu peux juste en choisir. Tu peux pas avoir tout ça en même temps. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit actuellement, par exemple, l'économie américaine qui va bien. M. Trump n'arrête pas de se vanter que le prix de l'essence est faible, ce qui est faux, là, mais il n'arrête pas de se vanter qu'il n'y a pas d'inflation. Et pourtant, il veut que les taux baissent. Donc, il y a comme une contradiction dans les termes ici. Et donc, j'ai le sentiment sur le fond, il veut des taux faibles, mais il veut aussi gagner.
Puis ça, on comprend de mieux en mieux le personnage. Et pour lui, l'histoire avec Jerome Powell et la Fed, c'est quasiment plus une affaire de taux à ce stade-ci. C'est une question de pouvoir brut. Il veut pouvoir imposer sa volonté, contrôler les organes du pouvoir américain. On l'a vu dans tous les autres départements d'État. La Réserve fédérale, c'est un peu spécial. On le sait, c'est indépendant. Et c'est pas d'hier que c'est indépendant. Non, mais après, Trump n'est pas le premier. Nixon, d'autres avant lui, s'en étaient pris à la Réserve fédérale. Du moins, c'était... Mais ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que c'était resté sur le registre de l'attaque verbale. Ce que M. Trump est capable de faire. Mais là, avec, par exemple, la démotion, le licenciement de Mme Cooks, plutôt à la fin de l'été, ça, on n'a jamais vu ça. En fait, on n'a jamais vu ça aussi, surtout que la loi est claire, qu'il ne peut pas le faire, mais il l'affirme. Alors, elle s'en va avec sa boîte ou pas? Puis on dirait que c'est la Cour suprême qui va décider. Ben, c'est ça, effectivement. Puis la Cour suprême qui, justifie, n'a pas semblé vouloir mettre vraiment de limitation au pouvoir de Donald Trump. Puis c'est ce qui est particulier. On a les mêmes considérations au Canada aussi. Est-ce qu'on veut laisser à des tribunaux non élus le pouvoir de... On a une démocratie, on élit des leaders politiques, on devrait leur laisser faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Et c'est là où il y a comme une tension presque morale, éthique, entre ces deux forces-là. Tu as étudié l'économie, tu es diplômé en économie d'une université européenne, et j'imagine vous étudiez le passé, vous étudiez aussi les États où on a tenté des choses économiques, y compris de prendre le contrôle de la politique monétaire. Ça ne finit jamais bien. Non. Non, c'est sûr que non. Je veux dire, là, évidemment, les exemples spontanément qui sont beaucoup cités, l'Argentine, la Turquie sont des pays où le président ou le premier ministre ont pris contrôle de la Banque centrale. Évidemment, le politicien, il veut toujours des taux bas parce que les ménages, ils veulent acheter des maisons, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, il met toujours de la pression à baisser les taux. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde ne comprennent pas nécessairement que 3 à 6 mois plus tard, ça génère de l'inflation. Là, ce qu'ils veulent, c'est un taux. Là, quand ils vont à la banque aujourd'hui, ils veulent un bon taux. Contentation immédiate. Et donc, ces leaders-là, souvent, ils forcent les baisses de taux. Et ce que ça fait, dans le cas de la Turquie, je pense qu'on était à plus de 100% d'inflation là, jusqu'à tout récemment. Puis M. Erdogan avait cette croyance complètement contre-intuitive que si on baissait les taux, ça allait faire baisser l'inflation parce qu'en fait, ça allait faire que les paiements hypothécaires allaient être moins chers. Là. Tu comprends une genre de logique un peu tronquée. Ça ne résiste pas à l'analyse. Mais malheureusement, c'est du populisme. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays, on veut que les banques centrales soient indépendantes. Puis je te rappellerai qu'au Canada, au Québec, évidemment, on a une banque indépendante, mais tu sais, quand il y a eu récemment là, une baisse de l'inflation assez rapide, il y a eu des politiciens, Pierre Poilievre, même François Legault, d'autres qui disaient, qui essayaient de mettre de la pression. Encore une fois, c'est toujours resté sur le registre de la communication, jamais sur des gens en pouvoir de l'action, mais ça reste que partout au monde, les politiciens veulent satisfaire les petits diables sur les épaules des citoyens et donc ils veulent des taux bas, même si c'est contre l'intérêt général. Mais alors, la motivation profonde, tu dis, c'est le pouvoir pour le pouvoir, mais est-ce qu'il y a aussi le besoin très personnel ou le désir de s'enrichir tout simplement avec une forme de manipulation des marchés? Il y en a eu de ça. C'est assez évident là, qu'il y a eu du délit d'initié parmi les élus républicains. D'ailleurs, il y a un projet de loi là, qui est bipartisan, ce qui n'est pas arrivé souvent depuis l'élection de Trump, mais pour interdire aux élus de transiger sur les marchés boursiers, comme on voit ça ici, là, mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc, c'est sûr que les politiciens ont accès à des informations privilégiées. Puis surtout, si on est près de Donald Trump qui fait des annonces qui ont des impacts majeurs sur les valorisations, on peut s'enrichir indûment. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée. M. Trump lui-même, évidemment, on le dit souvent, là, c'est une des premières fois que ça arrive dans une grande démocratie occidentale, n'a pas vraiment de ligne claire entre ce qui est son intérêt personnel et ce qui est l'intérêt de l'État. Je pense qu'il a une notion de l'intérêt étatique, là, contrairement à ce que certains disent, mais il a aussi ses intérêts personnels, ses hôtels, ses golfs, les entreprises de ses fils là, dans les cryptos, mais dans les communications. Il a des placements, évidemment, lui aussi. Il a reçu un avion
d'avions qu'il peut garder après sa présidence, qui est assez 400 inédit. Là. Mais tout ça, donc, mais comme je dis, je pense que c'est qu'il a une confusion entre les deux rôles ou entre les deux comptes de banque, là, si tu veux. Et là-dessus, ben oui, évidemment, des taux faibles, une économie qui va dans une telle direction versus dans une telle direction, ça pourrait lui bénéficier directement. Avant de parler des tarifs, je veux qu'on parle de Mark Carney, parce que Carney, lui, ben, il incarne un peu l'anti-Trump. C'est quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un qui a dirigé la Banque d'Angleterre, il a dirigé la Banque du Canada avec un certain succès dans des moments critiques. Ouais. Est-ce que Carney est l'homme de la situation pour le Canada? Ben, tu sais, tout cela est toujours imparfait. Là. Est-ce qu'il est l'homme avec un grand H de la situation? Je ne sais pas. Je pense que c'est un bon chef politique qu'on a au Canada actuellement, justement parce qu'il est rationnel. Puis là, ce qu'on va voir, c'est la renégociation de l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Le Canada, essentiellement, n'a aucun levier. C'est plate à dire, là, mais on n'a pas vraiment rien qu'on peut faire là, pour intimider Donald Trump. T'sais, on peut interdire là, aux manufacturiers du Tennessee là, de nous vendre leur bourbon. Là. Mais c'est anecdotique complètement. Ouais. Le Canada est 10% de la population américaine, mais notre PIB per capita, la taille de notre économie est encore plus petite proportionnellement. Donc, M. Carney doit jouer plusieurs leviers. Moi, je mise beaucoup sur le fait que le Canada, graduellement et très marginalement, va se décorréler des États-Unis. Ouais. Là-dessus, on a vu... multipliant les associations, les ententes. Les ententes, le commerce interprovincial, on a vu le bureau des grands projets là, qui a été annoncé plus tôt cet été, qui va permettre peut-être d'accélérer certains projets de ports, certains projets de gazoducs et d'oléoducs, certains projets peut-être dans l'agro, dans la transformation de second, dans le minier, là, dans la foresterie. On a une économie de matières premières là, beaucoup au Canada où on envoie des choses. Puis je pense que c'est le président norvégien ou suédois, mais qui dans une entrevue aux États-Unis, riait un peu du Canada en disant ils vendent leur brut aux Américains, le gaz, les Américains le transforment et ils nous le revendent. Le revendent à profit. Mais je veux dire, essentiellement, tu passes à Saint-Romuald et puis... c'est ridicule. Valero, c'est une société américaine, c'est notre seule raffinerie dans l'Est. Donc, on doit... Puis je pense que M. Carney a compris ce message-là. Puis contrairement à, mettons, M. Poilievre ou d'autres leaders politiques qui sont des politiciens de carrière, M. Carney, c'est un homme, un banquier, mais d'affaires. Là. C'est quelqu'un qui comprend un petit peu le financement, les leviers, justement, la dynamique du PIB, de l'enrichissement. J'ai plutôt tendance à vouloir lui donner une chance. Après, ça fait que quelques mois qu'il est en poste. On verra à terme ce qui lui advient. Mais je suis assez convaincu que la stratégie conservatrice qui consiste à tirer de tout bord, de tout côté, n'est pas la bonne actuellement. Puis moi, je me considère plutôt de centre-droit pour le côté économique. J'ai hâte d'avoir un parti conservateur qui fait des propositions structurantes par rapport à l'économie canadienne et qui n'est pas juste comme pas la taxe, pas le crime, pas le... un peu comme un cowboy là, qui tirait tout ce qui bouge. Ça me déçoit. Puis comme je dis, j'aurais une partie de moi qui voudrait voter pour le Parti conservateur, mais malheureusement, pas celui-là. Donc, les tarifs, encore un revirement. Des juges américains disent que c'était appliqué de manière illégale. Le Congrès doit donc valider les tarifs. Et puis, on se retrouve un petit peu à la case départ. Puis, quelle peut être la suite? Ben, la suite, c'est que Donald Trump n'en démord pas, il n'en démordra pas, je pense. La question, en fait, que je me pose souvent, c'est autour de lui, là, Howard Lutnick, Scott Bessent, même J.D. Vance. Là, admettons là, un scénario quelconque là, où Donald Trump, je sais pas, soit meurt ou arrive au terme de son mandat et que les républicains soient élus. Là. Encore une fois, on fait de la science-fiction, là, mais sont-ils vraiment convaincus de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment Trump à cause du personnage, de son pouvoir, de sa mainmise sur son entourage? Oui, mais mon point, c'est demain, il meurt. Là. Est-ce que ces messieurs-là vont pas juste enlever tous ces tarifs? Tu comprends? C'est-à-dire, est-ce que la notion tarifaire là, qui a été amenée par M. Trump lui-même, est-ce qu'elle va durer? Ou est-ce que c'est vraiment juste comme on soutient la folie de Donald Trump le temps de son mandat et après, on enlèvera tout ça? C'est la persistance de ça, moi, qui est ma grande question. J'ai de la misère à croire que les Américains l'ensemble des Américains, mais surtout les élus républicains, les proches de Donald Trump vont
continuer de soutenir cette politique-là pendant longtemps. Elle est insensée, là, pour tout dire. Là, donc, Elle est insensée, mais il dit qu'il y a des centaines de milliards qui coulent sur les États-Unis. Le gouvernement engrange donc des sommes et on a l'impression qu'il faisait ça peut-être pour réussir à contenir la dette qui s'accumule. Oui, sauf que ce faisant, il y a plein de choses dans ton affirmation, mais bon, des centaines de milliards, je veux dire, par rapport au budget de l'État américain, par rapport au déficit de 4 billions de dollars, 4 000 milliards, tu peux pas engranger 200-300 milliards de revenus tarifaires. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, c'est que c'est assez évident que tout ça va générer de l'inflation. Là, je veux dire, importer des biens en provenance de l'Europe, les BMW, les Mercedes, les tout ça, mais en provenance d'Asie, évidemment, le Japon. Là, je parle des véhicules, mais c'est toutes les pièces, la microélectronique et tout ça. Ben, ça va coûter peut-être pas 15% de plus cher là, parce que les entreprises vont en prendre une petite partie, mais ça va coûter 10% plus cher. Puis 10%, c'est beaucoup énorme. D'inflation. Fait que ça, c'est la première chose. Puis cette inflation-là, combinée, si M. Trump réussit, à une éventuelle baisse des taux, va être dramatique pour la valeur du dollar américain. Ça reste la monnaie de réserve mondiale, mais petit à petit, de moins en moins là, depuis 2 décennies environ. Puis je pense que si on vit ce choc-là que Donald Trump est en train de préparer, le dollar US pourrait, encore une fois, être de moins en moins utile. Et donc, je réponds à la deuxième partie de ta question, c'est que s'il y a de l'inflation, là, mettons 5-6%, là, comme on l'a vu récemment, ou plus, ça va faire en sorte que les bons du Trésor vont exiger beaucoup plus de rendement, ce qui va faire que les paiements sur la dette américaine vont être beaucoup plus élevés, ce qui va accentuer la spirale d'endettement des Américains. Ce qui va faire, encore une fois, et donc, je vois pas dans quel univers tout ceci finit bien. Donc, oui, les tarifs pour protéger peut-être certaines industries, mais tu sais, à l'époque du premier mandat de Trump, on avait réalisé que une affaire comme de quelques milliards de dollars de plus qui avait été générée par les tarifs, et ça avait permis de créer comme 2000 emplois dans le domaine des laveuses sécheuses et des fours. Là. Tu comprends? Le coût pour protéger ces industries-là était comme démesuré. Donc, à la fin, je pense pas que ça soit la voie. C'est un peu déroutant quand on regarde le passé. Les Américains, au fil des ans, quand j'étais petit, il y avait des produits, des bidules made in China, made in Japan, puis on s'en moquait parce que c'était de la câblotte, puis on croyait à ce moment-là que le summum, c'était les bidules fabriqués sur le territoire américain. Mais les Américains, évidemment, le niveau de vie a augmenté, et puis des petits salaires, du travail répétitif en usine, on n'en voulait pas. L'économie s'est transformée en économie de service. Et là, de dire on veut ramener les jobs manufacturières, ça sort de où? Ben, ça sort d'une partie de l'électorat américain qui est nostalgique de ça, la bonne job à l'usine, des gens qui n'ont pas nécessairement des formations très avancées, qui veulent travailler dans l'industrie de la transformation, dans l'industrie manufacturière. Il y en a encore, là, du manufacture aux États-Unis. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait, mais certains sont nostalgiques de ça. Ils veulent pas aller faire des bacs en finance, puis en sociologie, puis en je ne sais trop quoi. Ils veulent pas travailler dans une banque ou dans un cabinet conseil. Et donc, ultimement, c'est ce qui explique aussi l'élection de Donald Trump. Là. C'est une partie de l'électorat américain qui se retrouve plus là, dans justement cette économie transformée. Puis que tu le disais, là, l'autre affaire, moi, qui me fait halluciner, c'est que, tu sais, en protégeant l'industrie américaine, comme le fait M. Trump avec les tarifs, on limite la compétitivité de cette industrie-là. Je veux dire, il n'y a rien comme d'avoir une grosse barrière, tu sais, dans le domaine automobile, par exemple, il n'y a rien comme avoir une grosse barrière tarifaire qui t'incite pas vraiment à innover. Là. Je veux dire, si t'es protégé des Chinois et des Européens, tranquille, tu n'as rien à faire, tu continues à vendre tes gros pick-up. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que pendant que les Américains se privent de concurrence pour protéger quelques emplois, les Chinois, notamment, là, pour nommer qu'eux, sont à l'autre extrême du spectre. Je lisais un article dans le Wall Street Journal, il y a trop de concurrence dans le domaine automobile chinois. Il y a une 50aine de manufacturiers de véhicules électriques qui se livrent une guerre à mourir. Selon certaines estimations, il y aurait de la place pour à peu près 15. Là. Fait que, il va y avoir des faillites, il va y avoir des rachats et tout ça. Et ce qu'on voit, là, c'est que dans le domaine du véhicule électrique, qui
de mon point de vue, puis je pense que du tien aussi, c'est un peu l'avenir. Si tu dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, peu importe, mais c'est un peu la direction. Ben, pendant que les Chinois font des autos qui sautent, puis des chars qui ont 1000 km d'autonomie, puis des voitures avec l'espace à air qui s'ajustent, que tu peux mettre une coupe de champagne sur le capot, ben, les Américains, ils font le même pick-up qu'en 99. Fait que, tu sais, que dire, il y a un jour où la distance technologique va être tellement grande que ça se rattrapera pas. On pourra pas la rattraper, malheureusement. Oui. Non, c'est vraiment spécial, cette nostalgie donc de l'époque manufacturière. Puis on peut parler par exemple de Springfield. Durant l'élection de Donald Trump, c'est là qu'il disait que les migrants haïtiens mangeaient du chat et du chien. Oui, OK. Springfield, pourquoi il y avait une dizaine de milliers d'Haïtiens qui travaillaient là dans les usines de bois de conserve? C'est parce qu'ils ne trouvaient pas de travailleurs américains qui étaient prêts à travailler à 6-7 piastres de l'heure. Ben c'est ça, tout le monde est nostalgique, mais jusqu'à temps que ce soit le temps d'y travailler. Puis ça, c'est une autre étude que j'avais consultée il y a quelques mois, mais c'est tout le monde dit qu'on veut le retour aux États-Unis, là, tout le monde veut le retour du manufacturier. Si tu demandes aux gens, est-ce qu'on devrait réinvestir, est-ce qu'on devrait ramener le manufacturier, les gens sont fortement en faveur de ça, là, mais c'était comme 78% de mémoire. Mais est-ce que vous travailleriez là-dedans? Ah là, oh non, quand même pas. T'sais. Fait que c'est comme un peu le paradoxe. On a comme une vie de l'esprit, que le manufacturier, c'est beau, c'est bon, une nostalgie là, des années 70, là, comme je dis, la bonne job, puis papa avec sa boîte à lunch là, qui faisait son 8 à 4, son 9 à 5. Cette époque est révolue. Puis effectivement, ça fait qu'aujourd'hui, si tu veux nourrir une usine avec des bons travailleurs, tu risques mieux de les trouver dans les immigrants puis dans les communautés sous-représentées que dans le typique homme blanc électeur de Donald Trump, là, un peu fâché. Oui, toujours fâché. Toujours. Peu importe. Non, c'est vrai. C'est aussi hallucinant de constater que si on ramène des manufactures sur les territoires américains, que ce soit pour mettre en conserve de la nourriture ou fabriquer des jouets, eh bien, il y a de l'automatisation qui va arriver. Ouais. On ne voudra pas beaucoup de travailleurs. On va vouloir des robots parce que les financiers financent leurs usines pour qu'elles soient le plus productive possible. Ben, c'est ça. Puis le dernier argument, si tu veux, de Donald Trump par rapport aux tarifs, c'était de dire, c'est ça, on va ramener les usines, la capacité manufacturière. Puis c'est les jobs, mais c'est aussi juste le savoir-faire. Ouais. Mais tu sais, quand je vois, par exemple, Apple là, qui a annoncé de mémoire 500 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, mais tu penses-tu que c'est pour faire travailler des petites mains? Là? Ben non, ils vont créer des usines entièrement automatisées où il va y avoir comme 3 ingénieurs qui checkent les ordinateurs, puis ça va être ça, l'usine. Ça va pas ramener tant qu'est-ce que ça change que cette usine-là elle soit là ou là, rien là, c'est juste de la prétention. Elle ne paiera pas beaucoup d'impôts là, cette usine-là, elle va payer un peu de foncier. Si on regarde la fabrication par exemple d'un téléphone intelligent, s'il était fabriqué sur le territoire américain, évidemment il ne peut pas se vendre le prix qui se vend aujourd'hui, dans les 1000, 2000 $. Là. On va multiplier, puis le consommateur ne sera pas prêt de l'acheter. C'est évident, parce que les Américains, pourquoi ils ont extériorisé la production? C'est pour que ça coûte moins cher et que les profits augmentent. Effectivement. Mais donc, écoute, à la fin, peut-être qu'on était dû pour ce rééquilibrage mondial. Je ne sais pas. Certains diront que ça va avoir des bénéfices de... Tu sais, on disait toujours acheter local. Puis, tu sais, je suis un peu partisan de ça, moi, personnellement aussi, mais tu sais, il y a local puis local, mais c'est vrai que, tu sais, ce système dans lequel les biens traversent la planète 14 fois, peut-être que ça va être même bon pour l'environnement à la fin, tu sais. Je pense pas qu'on était dans le meilleur des systèmes, clairement, mais je pense que la manière qu'utilise l'administration Trump pour se rapprocher de meilleur est clairement pas la bonne voie. On commence par une démolition, puis on va s'arranger avec ce qui reste. On verra sur les ruines de l'économie américaine ce qu'on pourra reconstruire, mais moi, en tout cas, je sais pas ce qui va se passer, honnêtement. Puis, ultimement, on a vu M. Trump là, avec cette expression, le taco, là, qui revenait derrière. Mais là, on dirait que l'expression taco l'a fâché. Puis là, il veut juste pas revenir en arrière par ego. Là, on peut rappeler, ça signifie Trump. Always chickens out. Ça veut dire qu'il change d'idée, il lâche du lest. D'ailleurs, c'est un de mes chroniqueurs économiques favoris, Rob Armstrong, là, du Financial Times. Ouais. Ils ont un balado qui s'appelle Unhedged en anglais, que j'écoute religieusement. Puis c'est à ce balado-là qu'il a, pour la première fois, utilisé l'expression taco. Donc, c'est assez drôle. Puis ça lui a lui-même
complètement échappé. Il a dit ça un peu sur un petit balado là, comme ça. Puis c'est devenu, là, évidemment, mainstream. Là, tous les médias se sont emparés. Puis c'est drôle, quelques balados plus tard, il constate qu'il a comme créé un monstre. C'est assez drôle. Et Gavin Newsom s'en délecte. Oui. Il fait des images de lui en disant « Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Taco, ouais, effectivement. On aime bien Gavin. Le balado, le planif. La question du beau-frère. Non, on ne pouvait pas te laisser partir, Francis, sans te poser la question du beau-frère. Et la question du beau-frère, elle vient de Kevin de Saint-Lin. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, je ne sais pas si c'est sa vraie ville, mais je pose la question. Kevin dit « Chacun a droit à son opinion. On dirait que les chroniqueurs pseudo-experts souhaitent que Trump se trompe. Pourquoi ne pas laisser la chance au coureur? » Comment dire? Moi, viscéralement, je souhaite pas qu'il se trompe. J'ai la conviction d'avoir fait quand même des longues études, puis pratiquer l'économie, là, je fais de la recherche, je fais des études. J'ai la conviction que ces prémices sont pas les bonnes. Puis je suis convaincu qu'aux États-Unis, puis on parlait de Krugman plutôt, il y a quand même de très bons économistes. Je veux dire, les États-Unis, c'est le meilleur et le pire, là, mais je veux dire, ils ont les meilleurs économistes de la planète Terre, puis je veux dire, c'est pas moi pseudo-expert, là, c'est tous les économistes qui disent que si tu fais ceci, il va y arriver cela. Puis c'est pas comme une affaire d'opinion, là. Je veux dire, on a testé ça de nombreuses fois au cours des derniers siècles. Donc, je pense qu'il a tort. C'est pas une question. Je pense que les décisions qu'il prend sont pas les bonnes décisions pour arriver aux fins. Je suis pas en désaccord avec les fins que vise Donald Trump. Je suis en désaccord avec la manière dont il le fait. Et puis, évidemment, je souhaite pas que l'économie américaine s'effondre aussi. Là. Je suis personnellement intéressé à ce que notre plus gros client, notre économie voisine, l'endroit où beaucoup de Canadiens ont leur placement, continue d'être résiliente. Et donc, je suis pas juste là dans ma chair. Là. J'ai un intérêt viscéral à ce que cette économie-là aille bien et je crains le pire là, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit actuellement. Donc, je sais pas, je suis pas prêt à laisser la chance au coureur dans la mesure où je pense que c'est trop vite, mal fait, sur des mauvaises prémices. Et après, advienne que pourra, mais je renverrai à Kevin la question, si je te disais qu'en brûlant ta maison serait plus belle, puis qu'il faut que tu restes dedans, serais-tu prêt à te prêter à l'expérience? Tu comprends? C'est comme faire une expérience de laboratoire, mais t'es dans l'éprouvette. Ouais. C'est là où je suis comme, oui, OK, moi je suis très favorable aux expériences, c'est juste... peut-être pas à cette échelle-là, peut-être pas avec la plus grosse économie mondiale, avec quand même quelqu'un qui a pas... Donald Trump, c'est sûrement un bon homme d'affaires, là, puis ça se débat, mais c'est pas un économiste. C'est pas quelqu'un qui a une compréhension intime de l'économie, malheureusement. Et c'est là où je pense qu'il fait vraiment fausse route. Puis c'est qu'encore une fois, c'est pas une question de laisser ou pas la chance au coureur, mais je trouve que les impacts que ça risque d'avoir sur tous les Américains, tous les Canadiens. Même, avec des preuves historiques à l'appui. Avec des preuves historiques à l'appui, ne valent pas le risque, ne valent pas le jeu. Mais après, advienne que pourra. Puis ça sera, on enseignera ça dans les livres d'histoire. Là. La physique, la chimie qui permet d'envoyer des fusées dans l'espace, il y a eu beaucoup d'explosions avant, puis on sait ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, exactement. Mais là, est-ce qu'on veut que l'économie explose? Je ne sais pas si les gens, 1929, c'est loin, mais c'est proche aussi. C'est proche aussi. Puis je sais pas, j'ai l'impression que les gens ne se représentent pas ce que c'est là, d'avoir des taux de chômage de 30%, là, puis d'avoir des gens qui se lancent en bas des tours, là, comme parce qu'ils ont tout perdu. Ouais. C'est pas juste Trump, là, puis on fait des petites chroniques. Là, il y a quelque chose d'assez fondamental qui pourrait se touche produire la vie des gens. Si on manigance trop. Puis c'est là où, moi, personnellement, je crois qu'on devrait, avec des grands, comme c'était Spider-Man, là, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. M. Trump semble avoir complètement éludé le côté responsable de son mandat. Il a beaucoup de pouvoir, il veut le concentrer, ça lui appartient, mais il faut quand même faire attention. Le balado, le planif. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Vous avez des questions ou souhaitez en savoir davantage sur les sujets de cet épisode, ou vous voulez nous faire des recommandations, vous pouvez m'écrire tout simplement à fm@fabienmajor.com, c'est aussi simple. Salutations et remerciements à l'équipe de Cube Studio pour la production, montage et location des installations. Vous pouvez les contacter pour vos besoins. pub@
cube.ca, c'est tout simple. Ce balado est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site de cube.ca, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. Le balado Le Planif est aussi diffusé à la radio et télé sur la chaîne Cube les samedis à midi et les dimanches à 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.